Voilà, un plus premier, monsieur Obembe, voilà, donc contributeur à Radio Congola Event Chicago cette année, qui va participer à cet entretien. Un autre invité, c'est monsieur Christian Noah Gombe, voilà, en face de vous. Vous avez également un habitué de cette antenne, monsieur Serge Flavier, depuis, voilà, qui a une très belle image derrière lui, là, sur le Zoom. C'est parfait. Alors, Serge Flavier, donc, qui, lui, est du Colorado aux USA. Nous attendons donc sur cette musique qui vous vient droit du studio de Radio Congola en Chicago, l'arrivée donc de Bernard Pongui. Je crois que Bernard Pongui je vais regarder, il y a un autre qui vient de s'ajouter. Voilà. Vous avez donc Ange Félicien depuis New York. Salut donc à vous, Ange. Nous voulons avoir l'esprit net. Est-ce que votre micro marche? Allô? Est-ce que vous entendez Oui, je vous reçois très bien, ami? oui. 5 sur 5. 5 sur 5, pareil pour moi. Alors, Ange Félicien. Bonjour, Jay Lewis, bonjour à tous. Voilà, merci. Donc, vous voyez, la technique, elle est bonjour, parfaite. monsieur Félicien. Voilà, vous avez donc Ange Félicien, vous avez Serge Flavier en chapeau là, donc depuis le Colorado. Vous avez Christian Noah Gombe. Vous êtes de quelle ville là, Christian? Christian, vous êtes de quelle ville? Je sens qu'il n'a pas encore de stabilité. Voilà, en tout cas, Christian, vous n'avez pas besoin de toucher outre mesure les paramètres de réglage, puisque tout se passe bien à notre niveau. Il suffit simplement de stabiliser votre téléphone, cher ami. En ce moment en Suisse, mais je suis résident en France. Ah ben voilà, donc M. Christian Noah Gombe qui est de la France et Ferrol Obembe qui lui est de la France également. Alors avec tous ces amis, nous allons parler de la question du pétrole. Il y a Bernard Pongui qui a prévu arriver. Vous aurez certainement Charles-Alexandre Tsanga qui également sera de la partie. Bienvenue sur la radio de la communauté. Je rappelle le thème du jour, donc, et pendant que j'arrête cette musique du studio, donc la radio de la communauté depuis le studio central. Je vais donc arrêter. Alors, un petit test à vous, Féréol. Ce musicien. L'orchestre, donnez-moi le nom de l'orchestre. $10 pour votre carburant. Bella Bella, c'est pas Bella Oh Bella. non, c'est encore plus récent, mon cher. C'est... Il faut laisser couler. Laisse passer. C'est Loke Jazz du grand maître Franco, mon cher. Ah, Franco, ouais. Voilà. Alors donc, si vous voulez écouter cette musique 24 heures sur 24, donc allez sur la radio de la communauté TuneIn. Nous sommes donc connectés sur cette plateforme TuneIn et vous aurez la radio en audio live. Voilà. Bienvenue une fois de plus sur cette tribune. Nous allons aujourd'hui parler de la Société nationale des pétroles du Congo, le thème de l'émission, je le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas eu au départ, la Société nationale des pétroles du Congo, boîte noire de l'économie congolaise, pour quoi faire? Voilà, nous allons donc voir si cette société est une opportunité pour le Congo. L'ancêtre, vous savez autant que moi que son ancêtre c'était Hydro-Congo, que vous avez connu, qui assurait donc les mêmes missions de distribution, mais la SNPC a été assignée 2 missions, notamment une mission d'exploration, mais aussi de distribution des produits pétroliers. Pourtant, nous venons de découvrir que cette SNPC traîne une lourde ardoise de près de 3 milliards de dollars d'être cachée au FMI tout récemment. Et donc, ce scandale qui, à mon avis, paraît effrayant, a besoin d'être expliqué aux Congolais qui sont les propriétaires de cette entreprise. Car vous savez que cette entreprise est une entreprise publique. Pour débattre, alors si vous avez du bruit chez vous, vous pouvez de temps en temps arrêter votre micro pour nous épargner
Voilà, très bien. Alors, nous allons donc commencer à faire un tour de table sur la SNPC. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette entreprise, un mot en quelques secondes sur la SNPC. Ange Félicien. Oui, bonjour Jean Lewis, bonjour à tout le monde, à tous les participants. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en live. Bon, en quelques mots, la SNPC, en fait, personnellement, c'est une société qui est née derrière moi, parce qu'à notre époque, jusqu'aux années presque 2000, disons 99, l'année pendant laquelle j'ai quitté le Congo, je n'avais pas entendu parler de cette société. Et à ce que je sache, selon les informations que nous ramassons par-ci, par-là, c'est la Société nationale du pétrole au Congo. Notamment, c'est cette société qui gère la vente ou les revenus pétroliers au Congo. Donc, c'est cette société qui négocie avec les sociétés étrangères la vente du pétrole congolais, d'après ce que je sais. Merci. Voilà. Ferrer Lobembe. Alors, donc, merci de m'avoir accordé la parole. Donc, je vais intervenir justement avec moi en face ce que je peux avoir comme message, ce qui est lu sur Google, parce que, oui, et même pour intervenir, il aurait fallu quand même voir. Donc, la CNPC, je sais que c'est une société, nationale du pétrole congolais, donc qui est l'une, on va dire, des acteurs pour l'économie congolaise. Donc, c'est ce que je peux dire pour introduire. Je vais introduire par là. Voilà, nous avons Serge Flavier. Bon, succinctement, ce que je sais de la SNPC, je pense que ça va beaucoup rejoindre ce que mes prédécesseurs ont dit. Le sigle SNPC, ça voudrait simplement dire la Société nationale du Congo. Ce que je sais, c'est que c'est une société qui a été créée par l'État congolais il y a 2 décennies de cela. Comme Ange Félicien, je n'ai pas eu la grâce de vivre la naissance de la SNPC au pays. J'étais déjà hors du pays quand cette société a été créée. Et c'est une société qui est née sur les cendres de l'ancienne Hydro-Congo. Et la SNPC aurait pour mission essentielle de s'occuper de la vente de la part du pétrole congolais qui revient au pays. Je pense que les accords de contrat, plutôt les contrats de partage de production laissés par l'administration du Souba sont toujours en place. Et si c'est le cas, il me semble que la mission de la SNPC serait de s'occuper de la part qui revient au Congo et d'aller le commercialiser sur les marchés internationaux et ramener les devises au pays. Donc voilà ce que je sais de cette société sans rentrer dans le fond. Voilà, nous allons écouter Christian. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Oui, donc, ce que je sais de la SNPC, Société nationale des pétroles du Congo, c'est un prototype, c'est le meilleur prototype du monde entier. Pourquoi? Parce que basé déjà sur les travaux laissés par Hydro-Congo et par les travaux qui concernaient la renégociation de la décote et de la rente pétrolière, les primes axées sur la vente du pétrole direct. Donc, c'est ce prototype-là, en sigle Société nationale des pétroles du Congo, qui, en fait, c'est le meilleur prototype du monde, mais qui a échoué. On pourra développer sur 5 grands axes majeurs. Voilà, le temps que je change de micro, je ne sais pas si vous m'entendez parfaitement, je voulais mon micro magique là. Voilà, voilà, très bien. Voilà, une fois de plus, merci donc pour ce tour de table. Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose un petit élément. Non, oui. C'est juste ajouter que au sein de la SNPC, mon frère Flavien l'a dit, elle est née sous le sang de l'ancien Hydro-Congo. Mais ici, j'aimerais ajouter que nous avons une CORAF. La CORAF fait partie de la raffinerie du Congo
la congolaise raffinerie, la société qui s'occupe du... Absolument, c'est un ensemble, un sous-ensemble du groupe. Elle fait partie du groupe SNPC. Absolument. On va en reparler. Alors voilà donc, je vous rappelle que la société donc, a été créée en 1998, donc sur les cendres de cet Hydro-Congo dont vous parliez, et a fêté son 21e anniversaire en avril. Pour l'humour, j'ai constaté que M. Ominga, donc Raoul Ominga, qui est le directeur de cette société, a même offert des instruments de musique au Bantou de la capitale. Voilà. C'est pas mal, non? Voilà, donc il a offert des instruments, notamment des guitares et autres au Bantou. Alors, pendant qu'il manque du carburant, bien sûr, dans les stations de Brazzaville. Là, nous allons voir les missions que cette entreprise s'est assignée tout récemment, donc en avril dernier, pendant la célébration de cet anniversaire. Je suis allé regarder. Voilà ce qu'il se propose de faire. Améliorer l'image de marque de la société, renforcer les capacités de l'ensemble du personnel, améliorer l'action de la SNPC dans le domaine de l'exploitation, améliorer les performances de la SNPC pour mieux contribuer au budget de l'État, améliorer les conditions d'approvisionnement des produits pétroliers. Voilà donc, ce sont ces 5 missions principales que l'entreprise s'est assignée pour cette année, donc pour la moitié de l'année 2019 et cette année 2020. Nous allons donc avec vous voir si ces missions donc, ont été, sont en train d'être accomplies au regard de cette actualité tout à fait effrayante que nous avions eue la semaine dernière. Alors, avec vous, donc, nous allons essayer, avec votre permission, bon, je crois que vous ne devriez pas... Bon, j'ai un appel. Voilà, allô? Voilà, je vois que les gens m'appellent. Alors, je vais éviter de m'appeler pendant que je suis donc à l'émission. Alors, je voudrais m'appesantir sur l'aspect personnel. Avez-vous une idée de comment le personnel de la SNPC est recruté? Puisque des rumeurs disent qu'il l'est sur la base des bases purement subjectives. Monsieur Ominga, qui a succédé à Christelle Denis Sassou Nguesso, me semble-t-il, devait être son parent. Est-ce qu'à l'intérieur de cette SNPC, il y a une sélection rigoureuse, même des cadres? Je voudrais que vous interveniez sur des choses que vous pouvez démontrer ou que vous avez lues pour que nous ayons une information de qualité ou sûre auprès des auditeurs. Un tour de table. Bon, mais je vais commencer. Allez-y. Je vais répondre brièvement à cette question. Bon, le recrutement, nous savons, la SNPC, c'est vrai, mais en général, nous connaissons un peu comment les recrutements se font dans la plupart des sociétés du Congo. Et nous savons aussi que ce système de recrutement n'est pas né aujourd'hui. Elle existe depuis des décennies, même dans les autres gouvernements. Je ne parle pas seulement du gouvernement actuel, mais même dans les autres gouvernements. Souvent, le recrutement au Congo, comme nous le connaissons, se font à travers des bases un peu subjectives. Hein? Je me dis subjectif parce qu'on ne nomme pas n'importe qui dans n'importe quel poste. Et on fait un petit triage, sinon une petite sélection, pour voir qui a plus des affinités avec celui qui dirige la société. Donc voilà pourquoi on n'est pas étonné de voir que ceux qui sont à la tête de la SNPC, pour la plupart, ce sont des gens que j'appellerais les gens du sérail, c'est-à-dire que les gens qui sont proches du gouvernement actuel, sinon du pouvoir actuel. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité n'est pas seulement unique à la SNPC. Nous voyons que pratiquement tous les grands postes
au Congo, les directeurs généraux, les directeurs centraux, pour la plupart, ce sont des gens qui ont des liens, si ce ne sont pas des liens directs, mais qui sont très proches du pouvoir de Brazzaville, c'est-à-dire que les gens du Sérail, c'est ce que j'ai comme l'impression, ou bien, bon, pas l'impression, mais c'est ce qui se fait honnêtement au Congo. Voilà. L'expression me paraît élégante, les gens du Sérail. Alors, Serge Flavier, une idée sur la nomination des cadres dans cette entreprise. Est-ce qu'elle échappe à la règle là-bas à Brazzaville, puisqu'on sait qu'en règle générale, c'est des parents qui sont toujours nommés dans ces postes stratégiques de responsabilité. Serge Flavier. Merci, M. Jean Lewis. Bon, c'est difficile que je puisse me prononcer sur cette question parce que je ne suis pas au pays, donc il y a une certaine réalité de cette entreprise qui échappe à ma connaissance. Sur le plan de la recherche, j'allais dire en ligne, on ne trouve pas grand-chose en ce qui concerne le personnel de la SNPC, hein, les critères de recrutement. Quand on n'a pas suffisamment d'informations, c'est assez difficile de s'avancer. Mais je suis un tout petit peu intrigué par un fait, et ça relève d'un constat que tout le monde peut faire. C'est un fait qui est factuel, c'est que ça paraît un peu bizarre que lorsque M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui est originaire d'Oyo, a été remplacé par l'actuel directeur, M. Ominga, eh bien, il se trouve être encore un fils de la même localité, Oyo. Oui. Et donc, c'est ça qui est intriguant à mon niveau et m'amène à m'interroger si la politique de recrutement au niveau de cette entreprise respecte un certain nombre de standards, même au niveau national. Le Congo, s'il veut être une nation, est d'abord au départ une mosaïque de culture en termes d'ethnie et même en termes de région. Alors, c'est quand même difficile de prouver aujourd'hui que pour remplacer M. Denis Christel Sassou Nguesso, il n'y a pas eu d'autres cadres originaires d'autres régions, encore moins d'autres villages. Et donc, le fait que les deux directeurs qui se sont relayés ces dernières années soient du même village m'amène simplement à m'interroger sur la fiabilité, sinon l'objectivité des critères qui sont mis en avant dans le recrutement des cadres ou la nomination des cadres au niveau de cette entreprise. Et la petite information que j'ai me dit que monsieur, en réalité, est un expert comptable, donc il n'est pas un spécialiste des questions pétrolières, logiquement. Oui. Ce qui pouvait justifier peut-être le fait qu'il soit choisi pour remplacer M. Denis Christel Sassou Nguesso. Et donc, dans le milieu pétrolier, je suis convaincu qu'il y a des cadres qui sont hautement qualifiés, qui pouvaient bien faire le job à la tête de cette compagnie et peut-être qu'ils ne sont pas ressortissants de Oyo. Merci. Voilà. Ferrand Lobembe, c'est à vous. Donc, merci. Donc, je pense que je dirais pareil comme les prédécesseurs et que la base aujourd'hui sur le recrutement, c'est toujours par des critères, on va dire, un peu subjectifs. C'est-à-dire, là, comme ils l'ont dit, en partant de Christel à M. Ominga, donc cela veut tout dire. Après, ça ne serait pas du tout méchant, d'autant plus que si la personne qui occupe, on va dire, ces fonctions pouvait gérer la structure dans un bon sens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne pourrais que dire que ça. Donc, c'est mon constat. Donc, c'est pareil. C'est sur la base, on va dire, soit des critères de famille ou de connaissances. Donc, voilà. Nous n'avons nous voulons avoir une idée de l'homme, donc de M. Ominga qui dirige cette entreprise. J'ai découvert une interview récente sur lui, notamment dans leur YouTube SNPC. Et nous allons suivre quelques 5 minutes pour nous faire quand même une idée de l'homme. Alors, on va donc écouter M. Ominga. Quelques initiatives que vous entreprenez pour atteindre un tel objectif. Faire la SNPC une société productrice. On peut l'écouter? Oui. Ouais, ça passe chez moi, c'est bien. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Nous avons fait l'état des lieux et nous avons pu réorganiser
selon la volonté du gouvernement. C'est l'initiative qui nous a été accordée. Et on a déjà nommé les cadres qui sont mis directement au travail. Et nous avons un actif très important que l'État nous a confié, la valorisation, c'est Mingo Kunzi Bindi. Et dans ce sens, nous avons blanchi les nuits. Et il y a un programme de travail très sérieux. Nous avons aussi des partenaires très sérieux. Et dans un premier temps, on va d'abord procéder à l'entretien des puits existants. Et début 2019, on va commencer un programme de forage qui est réellement planifié, compris par nos agents et compris par nos partenaires. Je pense que c'est aussi une première fois qu'on va vivre ça dans la société, puisque nous avons un document stratégique qui a prévu toutes ces actions et tout ce que nous faisons, c'est la mise en œuvre, et comme on vous avait promis, pour faire en sorte que désormais nous puissions aller de la production de la SNPC. Il y avait déjà une production, mais là, on va amplifier l'action pour que nous soyons comme les autres. N'oublions pas que dans le pays, parmi les producteurs aujourd'hui, nous avons peut-être les deuxièmes et les troisièmes places. Et je suis certain que si nous travaillons sérieusement sur le MKB, avec la même volonté, on aimerait que pour les années à venir, on nous regarde plus comme étant ceux qui vendent le pétrole des autres. On doit produire pour discuter sérieusement avec les autres. Si on ne produit pas, les autres vous regardent autrement. Donc, nous, dans notre programme de travail, comme on avait dit, là, on va faire les walkovers, c'est-à-dire les travaux d'entretien de puits existants. Mais ce n'est pas les travaux qui se feront comme d'habitude. Ils vont aussi permettre, en réalité, de mieux planifier, comme je venais de le dire, le programme de forage qui sera fait en 2019. Le prix du baril de pétrole connaît une légère hausse, monsieur le directeur général. Est-ce que vous pensez que cette tendance permettrait d'améliorer la participation de la SNPC au budget de l'État? La tendance à la hausse du prix du baril de pétrole, c'est d'abord une très bonne nouvelle pour le pays. Et n'oublions pas que nous sommes en train de négocier un programme avec les Fonds monétaires internationaux. Et surtout, on est en train d'aborder un sujet très important qui est celui de la restructuration de la dette et le paramètre lié au prix du baril et la tendance que nous observons donne le bon espoir que le pays devait se relever et aller dans le bon sens. Pour ce qui concerne la SNPC, nous sommes la société nationale. L'année passée, nous avons payé un premier dividende à l'État, symboliquement, mais cette année, nous sommes en train de travailler pour réduire les coûts, pour faire en sorte que l'État puisse regarder autrement sa société nationale. Et donc, la hausse du prix, c'est une très bonne information. Et nous avons aussi le mandat de l'État de commercialisation. Ça donne de bonnes perspectives pour que... Voilà, je crois que nous pouvons pour le moment nous arrêter là. Je vais arrêter donc ce son de monsieur Ominga. Voilà. Monsieur Ominga croit que j'ai retenu beaucoup de choses, l'activité donc de forage, du prix du baril, de la restructuration, voilà, des missions qui lui ont été assignées par l'État. Alors, constat sur le terrain, nous voyons que les dividendes dont il parlait ne constituent que 3% et 143 millions de dollars, simplement pour un colosse comme la SNPC. Qu'avez-vous retenu de ce discours, de cette interview de M. Ominga? Je fais un tour de table rapidement. Oui, bonsoir John Lewis. Donc, excusez-moi, le tour de table précédent, je n'ai pas intervenu sur les critères de recrutement. Allez-y. Les critères de recrutement sont subjectifs. Pourquoi? Parce que le pétrole aime le pétrole. Le domaine du pétrole aime les historiens du pétrole, les cadres du pétrole, que ce soit en chimie, en deux phases, la phase exploration et la phase production. Ces critères ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que nous avons une convention mine et énergie. J'y ai participé quand j'étais au pays, au Congo-Brazzaville, principalement à Pointe-Noire, avec la direction départementale des hydrocarbures du Kwilu, qui impose une carte des hydrocarbures, une carte de contrôle administratif. Vous pouvez intervenir en onshore ou en offshore. On devrait normalement voir la qualification ou les qualifications. Mais donc, bref, les termes de recrutement ne sont pas respectés.
Quel est le minimum peut-être requis pour être Le pétrole, bon, le pétrole commence dans son histoire. Pour être bref, il y a eu la crise à cause de l'OPEP. Non, je disais, quel est le minimum? C'est-à-dire que quelle est la qualification qu'il faut à peu près? La qualification, c'est une qualification des métiers qui vient en appui à quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié. Donc, Oui. je travaille sous un chef d'équipe et je gagne en expérience, ce qu'on dit un contre-maître. Et un jour, tu es appelé à prendre des responsabilités sur le pont. Voilà. Tu es capable de signer un bon. Tu es capable de signer, par exemple, un manifeste que nous avons jeté tant de pollution et je signe en bas. Mais mon niveau, c'est BMG, BPC, par exemple, même un bac simple. Mais j'ai acquis de l'expérience, un simple tuyauteur avec 1 an d'expérience et qui tient sa carte des hydrocarbures, la carte de contrôle, un jour appelé à prendre plus de responsabilités. Voilà. Je rappelle que nous sommes à la tribune sur la SNPC. Pour votre information, cette société, donc, comme on l'a dit, a une autonomie financière, ce qui est déjà bien, et a un capital de 81 milliards 334 654 844. Alors, nous continuons de faire notre tour de table sur l'intervention de M. Raoul Ominga, l'actuel directeur, alors qu'il veut bien prendre la parole. Serge Flavier, qu'avez-vous retenu l'essentiel? Oui. J'ai entendu beaucoup de choses. Je vais revenir peut-être sur 2. La première, ce directeur de la SNPC a parlé d'un état de lieu qui a été fait quand il a pris ses fonctions, ce qui est une chose positive. Lorsqu'on arrive dans une structure, quelle qu'elle soit, il faut faire un état des lieux pour se rendre compte de l'état de l'existant. Et à partir de là, mettre en place sa politique par rapport à sa vision et aux objectifs qu'on a reçus pour pouvoir essayer de faire mieux. La deuxième chose, c'est lorsqu'il a parlé des dividendes. Moi, je suis un peu surpris que le système fonctionne de cette manière. Moi, je croyais que la SNPC, qui est une propriété de l'État congolais, devrait directement renvoyer au niveau du Trésor public ces recettes. Vous avoir effectué des déductions sur tout ce qui est charge d'exploitation. Et donc, lorsqu'on parle des dividendes ici, est-ce que l'économie au niveau de l'Afrique fonctionne différemment? Vous avez quel problème de ligne? Ici, on parle de ces investisseurs. Oui, ces investisseurs en fin d'année s'attendent à quelque chose de l'État et plutôt de la société. Et lorsque la société réalise des plus-values ou du profit, et donc c'est les gestionnaires de la société qui décident de quel volume faut-il distribuer aux investisseurs en termes de dividendes. Donc c'est la rémunération qui est faite aux investisseurs. Il se trouve que pour le cas de la SNPC, ça me paraît un peu bizarre que l'État congolais qui en est propriétaire, je pense à 100%, puisse simplement attendre que ce soit la direction de la SNPC qui décide combien faut-il envoyer au niveau de l'État en termes de dividendes à la fin d'une année. Donc ça me choque un peu et j'ai bien envie de creuser davantage pour comprendre un peu le fonctionnement de cette entreprise. Oui, justement, on a parlé de gestion opaque parce que même s'agissant des dettes dont nous parlerons dans quelques minutes, on constate qu'il n'y a pas d'écriture bancaire. Les dettes existent justement vis-à-vis des sociétés, donc des fournisseurs et autres, mais on ne peut pas retrouver ces écritures-là dans les comptes de l'entreprise. Alors, Ferro Lubembe, c'est à vous. Alors, donc, d'après ce que j'ai pu écouter concernant le forage, ce que je voulais savoir, est-ce que les Congolais participent dans le forage ou l'exploitation du pétrole? Déjà, un. Et ensuite, les Congolais se servent des partenaires, justement, pour... voilà, ils ne sont pas comme tels acteurs ayant leurs propres moyens. C'est cela, justement, qui justifie la dette de cette entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs, puisque les Congolais n'ont pas la possibilité de vérifier même les coûts de ces travaux. Allez-y. Voilà. Et même ce qu'il venait de dire, que lui, il a reçu les instructions, on va dire, de sa mission. Donc, je suppose qu'aujourd'hui, s'il est toujours là, ça veut dire qu'il fait bien son travail. Entre guillemets, on peut dire comme ça. Parce que s'il conserve toujours, on va dire, ses fonctions, c'est pour autant dire que tout va bien. Mais quand on voit dans la réalité comme telle, ça sous-entend que cette structure n'est pas pour le Congo comme tel. Donc, c'est pour, en quelque sorte, un clan
ou bien des personnes, on va dire, pour des personnes, pas pour l'État. Parce que si seulement c'était pour l'État, je pense que le Trésor public devait encaisser quand même enfin, devait encaisser, on va dire, toutes les sommes. Voilà. Mais du moment où le Trésor public n'encaisse, c'est rien. Donc, il faut comprendre que je crois que c'est une structure qui est privée. Voilà, c'est le résumé, oui. Merci, Ferrol. Je constate aussi qu'il y a, dans ce qu'il a dit, un paradoxe. Vous voyez, il souligne bien que bon, la question vient du journaliste, de la dame, qui parle du prix du baril de pétrole. Donc, il souligne qu'effectivement, cette embellie va faire que les recettes s'améliorent et autres. Mais quand on voit qu'il n'y a que 143 milliards, et il dit même qu'ils ont fait un versement à titre symbolique, ça vous paraît sérieux, ça? Mais non, mais ce n'est pas sérieux. C'est pour ça, quand j'interviens, et j'aime bien aller sur la base des supports. Comme là, en face de moi, je vois avec tout ce qui a été dit, il y a le 27 janvier, l'information qui est tombée via le Figaro et avec le AFP. Donc, ça veut tout clair, ça veut tout dire. Tout est clair là. Donc, quand j'interviens pour des telles choses, c'est parce que j'ai vérifié l'information. Ce n'est pas comme quoi, sur ce qu'on aurait entendu et parlé comme ça à la volée. Donc, c'est pourquoi je me dis que ce n'est pas sérieux du tout et ce n'est pas bien. Surtout que c'est une structure qui est censée, quand on parle de pouvoir aider aussi la population, et tout en sachant que cela est dépendant aussi du Fonds monétaire international. Mais avec ce genre de comportement où le Trésor public n'encaisse rien, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, que je puisse encore argumenter? Voilà, j'ai ici, merci Ferrol, je crois que tout le monde on a fait le tour de table, non? Non, pas encore, j'ai pas Christian, allez-y. Ok, donc le terme national, c'est simplement ramené au journal officiel de la République. Il y avait deux choix principaux. Premier choix, privatiser la taxation de chaque nouveau puits entrant. Deuxième choix, permettre aux citoyens congolais, s'ils découvrent du pétrole dans la phase primaire, d'engager un brevet, son brevet à celui qui découvre. Comme ça, à l'étape de production, il prend sa part et de vendre à la partie nationale, entre guillemets, enregistrée au journal officiel. Pour cela, il fallait deux choix aussi, un indice de référence, comme il y en a. Le pétrole qui est au Congo, sur le sol congolais, peut porter un nom congolais, par exemple Luango, et permis Luango. Dans le permis Luango, il y a des dérivés, et tout le monde qui découvrira va le vendre. Et la deuxième chose, c'est de voir à combien s'affiche le taux du jour et ce qu'on produit. Donc, je ne parle plus d'exploration. Ce qui commence à être produit, on va référencer sur le taux du jour, la même manière qu'on change de l'argent, et je vends et je gagne. Le compte est transparent. On peut cliquer, on peut voir qu'on a vendu tant. Combien me reste-t-il? C'est accessible à tout le monde. Ça crée des métiers, ça crée de l'emploi. Et à l'international, celui qui se connecte sur Internet sait qu'on a vendu tant. Nous avons reçu ceci, nous avons reçu cela. C'est un échec total, mais j'aimerais rappeler que c'est le meilleur prototype du monde entier parce que basé sur une ancienne compagnie d'hydrocarbures, donc Hydro-Congo, plus la décote instituée par le président Pascal Lissouba, plus les primes reliées à la hausse du prix du baril à cette époque-là. Le meilleur prototype du monde entier est réduit à zéro. Je m'arrête là pour l'instant. Oui, bon, voilà, oui, avec ça. Mais comment expliquer, mon cher Christian, que cette entreprise, j'ai lu, est une ardoise de 741 millions de dollars vis-à-vis des partenaires, notamment de ceux notamment les ELF et autres, Agip, non pas Agip, Eni et autres. C'est cela, justement. Donc, vous voulez bien donc montrer que ce prototype n'est pas du tout appliqué. Allô? Étonnamment, le meilleur prototype du monde tourne à un échec. Je vais développer au fur et à mesure avec vous. Voilà, je vais, pour votre gouvernement, j'ai prévu de vous montrer un tableau, donc un diagramme qui nous présente cette répartition donc, du pétrole. Bon, je ne sais pas si vous pouvez voir, bon, c'est sur mon email malheureusement. Je vais essayer d'agrandir, je ne sais pas si c'est possible que vous ayez voilà, quelque chose de plus large là.
Bon, je crois que ici, ça paraît un peu plus large. Bon, là c'est publié dans l'article dont on parle. Vous pouvez nous lire les grands chiffres de ce diagramme parce que... Bon, voilà. Voilà, vous avez donc... je ne sais pas si je peux lire, j'ai des problèmes de vue là, mon cher Ngombe. Voilà, donc la répartition du pétrole congolais en 2017. C'est pour que nous ayons une idée de ce que nous recevons. Le Trésor public du Congo ne reçoit que 2,42%. Oh là là. Bon, vous voyez sur ce diagramme-là, donc ceci, vous pouvez voir la souris, là. Est-ce que vous la voyez, là? Non, je vois la souris, mais sauf que ça paraît trop petit, en fait, les images. Petit, oui, oui c'est trop petit. Je ne sais pas si je vais essayer d'agrandir. Voilà, je crois qu'ici, là, ça apparaît un peu, bon, comme je suis sur... C'est un peu plus large, là. Attendez, voilà. Évoluons, nous pouvons évoluer. Ça va mieux maintenant. Voilà. Trésor public congolais, 2,45%. Inconnu, voilà, 2,93%. CORAF, donc ce que M. Ominga nous parlait de la distribution. Donc, CORAF ne reçoit que 4,64% de cette part du Congo. Prélèvement. Donc, les prélèvements, c'est ce que les Trafigura, Glencore et autres prennent à la source sur les dettes, justement, que cette compagnie a contractées. 5,31%. Les négociants en matière, voilà, les négociants, les trafiquants, voilà. Les prélèvements, c'est ce que ELF, ENI et Total prélèvent directement sur la part du Congo, donc 5,31%. Les négociants en matière première, et donc les Trafigura et autres, 5,77%. La Chine prélève 6,46%. Alors, vous voyez tout ce qui reste ici? Voilà, c'est le cost oil, le profit oil des partenaires. Voilà, donc, c'est ce qui justifie justement les moyens qu'ils mettent pour exploiter. Alors, ils ont pratiquement 72,46%. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec une répartition si inéquitable, le Congo peut espérer avoir quelque chose? Parce que là, il y a beaucoup de problèmes que nous posons, le problème de la gestion des contrats, le problème de l'intelligence même de la gestion de la chose, de la signature des contrats. Vous voyez donc, M. Ngombe, que ce dont vous venez de parler ne s'applique pratiquement pas ici. Puisque, voilà, déjà que la part du Congo est déjà hypothéquée ici au niveau des prélèvements, ici et là. Réaction? Oui, permettez-moi d'intervenir. Oui. La part qui revient, je vois la Chine, les négociants. Les négociants, tout ceci, ça s'applique d'abord sur le fonctionnement du marché, donc le gré à gré, et de quelle manière l'indice choisi, comment est-ce qu'on va repartir au niveau de l'achat, tendance haussière, tendance baissière. Donc simplement, le cours du pétrole monte, tout ce qui est arrimé monte. Le cours du pétrole baisse, tout ce qui est arrimé baisse. Je lis le diagramme, 72%, c'est la part cost oil profit des partenaires. D'abord, donc, c'est la SNPC qui perçoit et qui reverse à ses partenaires. En fait, c'est d'abord lui-même. Le problème se pose, je vais être bref, il y a e-logs, donc la logistique portuaire et de manutention, de levage des équipements pétroliers. Et il y a SGS, une société aussi de logistique pétrolière, qui est même basée dans le port de Pointe-Noire. Ceux qui font la manutention de ce pétrole, de ces hydrocarbures, à quai, par pompage, pour charger un tanker, ils prélèvent déjà une partie. Comme ils sont indirectement arrimés à SNPC, le registre a juste changé de maison et on se retrouve comme s'il n'y a pas de registre. On ne connaît pas exactement le nombre de barils qui sont pompés. Si on a le nombre de barils, on n'a pas les vrais coûts, les vrais chiffres. Voilà. Voilà, c'est que nous n'avons pas, donc, comme vous le dites, une expertise qui nous permet de vérifier la valeur même des coûts qui sont demandés par les messieurs 72,46%. Alors, qui veut donc réagir à ce diagramme? Monsieur Lewis, je voudrais rebondir à la suite de notre frère qui vient de parler. Oui. C'est Flavier. Allez-y. Oui, c'est Flavier Serge. Moi, je disais que ce qui vient d'être dit soulève le problème de la transparence dans la gestion de ce groupe, parce que la SNPC est un groupe. Et lorsque vous regardez la composition du groupe, la constitution,
La SNPC, c'est un groupe qui est constitué de 5 filiales. Et ça apparaît même dans les documents de la compagnie. Et vous pouvez retrouver ça même sur leur site Internet. Et parmi dans ces 5 filiales sont la Sonarep, Ilogs, dont a parlé mon prédécesseur, la SFP, la Coraf, donc la compagnie de raffinage du pétrole. Et puis, il y a la SNPC-D. Bon, je ne sais pas le D, c'est pourquoi. Distribution. Distribution, voilà. Pour les hydrocarbures à avion. Donc, nous avons... très bien, merci beaucoup. Donc, si nous avons ces 5 filiales, est-ce que vous me suivez, Jean? Oui, allez-y. Voilà, si nous avons ces 5 filiales, logiquement, l'architecture montre que chacune de ces filiales devait être contributrice dans les revenus de l'entreprise, plutôt que d'être seulement des gouffres à sous. Or, lorsqu'on suit le développement de mon prédécesseur, il semble que Ilogs, qui est TIC, semble plus faire dépenser, agir comme une structure qui fait plus dépenser de l'argent au groupe plutôt qu'une structure qui aide le groupe à réaliser des bénéfices. Alors, la question qu'il faut se poser... Je sens un petit problème de micro. Ouais. Allô? Il a des problèmes aujourd'hui de ligne. Est-ce que vous pouvez les... La contre-filiale et la... Allô? Oui, vous avez des coupures là. Essayez de reprendre ce que vous avez dit. Je disais lorsqu'on a un groupe comme la SNPC avec 5 filiales et qu'on constate que les résultats ne sont pas si impressionnants que ça, la question qu'on est en droit de se poser et qu'on est en droit de poser à ceux qui gèrent l'entreprise, c'est quelle est la part qu'apporte chacune des filiales de groupe dans les revenus annuels de ce groupe, pour qu'on essaie un peu de jauger de la rentabilité de chacune des filiales et de la viabilité même de ces filiales. S'il y a des filiales qui ne sont pas viables, qui ne sont pas rentables, pourquoi continue-t-on de les garder dans le système? Parce qu'une chose est d'avoir un système, de mettre en place un système, mais une autre est de s'assurer que le système fonctionne à bon escient, fonctionne de manière optimale et aide le groupe à réaliser ses objectifs et par ricochet à rapporter à l'État congolais les dividendes attendus, les résultats attendus, parce que n'oublions pas que le pétrole aujourd'hui est le moteur de l'économie congolaise de par son pourcentage dans le produit intérieur brut. Merci. Voilà, le problème, avant que je donne la parole, je crois, à Ferrol, le problème, c'est qu'au niveau de notre entreprise, donc de la SNPC, on s'est assigné des tâches pour lesquelles on n'a pas justement l'expertise nécessaire. Pourquoi? Je me demande bien pourquoi s'est assigné les missions de forage, par exemple, quand nous savons que pour réaliser ceci, nous sommes obligés de nous en remettre aux techniciens, donc à ces mêmes, les fameux 72%. Vous voyez déjà que ça ne fait qu'alourdir et compliquer la chose. Pourquoi? C'est une interrogation qui vient de moi. Pourquoi ne pas se limiter à commercialiser la part que nous recevons? Parce que nous n'avons pas aujourd'hui non seulement les moyens, donc le cash, pour entreprendre ces travaux, mais aussi des cadres nécessaires parce qu'il ne faut pas utiliser les autres pour faire ce travail qui est un travail stratégique, parce qu'il y a des chiffres à cacher, il y a des systèmes de pompage à surveiller. Donc, vous devez avoir une expertise qui est congolaise, donc acquise à votre cause. Et je vois qu'effectivement, là, il y a déjà un problème. J'ai vu qu'il y a une main. Attendez, donc, je vous donne la parole, monsieur, le temps que Serge, Ange Félicien, c'est plutôt Ferrer, allez-y. Oui, bon, donc je reviens justement pour dire que le problème qui est la cause, on va dire, de tout ça, je parlais de la gestion. Déjà, si déjà nous avons ce service qui n'arrive pas à prouver, on va dire, dans la clarté, les chiffres d'affaires, hein, parce que, comme on voit un peu partout, c'est-à-dire que quand il y a une société qui travaille, je pense que cette société serait normalement en mesure de pouvoir donner les chiffres d'affaires. Et déjà qu'il n'y a pas un service, qui contrôle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une expertise autonome. Parce que s'il y avait un service autonome qui pouvait être, avec tous ses pouvoirs, de pouvoir prouver les bénéfices, à ce moment-là, on aurait peut-être dit, bon, mais là,
avec tout ce qu'ils peuvent déverser. Parce que je pense que c'est d'abord la société elle-même, après avoir reçu toute la somme, et c'est elle qui décide de pouvoir donner à, on va dire, aux participants, comme la Chine ou ce que je venais de voir sur l'organigramme de... Bon, c'est parce que je n'ai pas bien vu, mais en généralement, c'est ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de transparence, déjà un, et la gestion elle est mauvaise. Et puis, comme je reviens toujours pour dire que, pour moi, c'est comme si c'était une société qui est privée. Donc, ce n'est pas pour le pays en général. Donc, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de clarté, tout est flou. Donc, on ne sait pas combien rentre, il y a quoi comme bénéfice, où ça va. Donc, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas quelque chose qui explicite, on va dire, les bénéfices, les actions. Il n'y a pas tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, j'interviens juste parce que, bon, on était tous surpris d'apprendre encore qu'il y a eu cette information qui a brûlé, on va dire, un peu le monde. Mais oui, mais ceci explique cela. C'est justement parce que il n'y a pas cette transparence, comme vous le dites. Donc, la gestion de cette entreprise est si opaque de telle sorte que dans le fonctionnement, on rapporte même qu'on ne retrouve pas les dettes que cette société a contractées. Donc, vous ne verrez pas les écritures bancaires dans les comptes de cette société. Pourtant, c'est eux qui ont pris cet argent. Encore que quand on dit bon, ceux qui le reçoivent, mais mon cher, ils ne reçoivent pratiquement plus rien puisque tout est gagé déjà, tout est ponctionné à la source. C'est-à-dire ponctionné sur, non seulement sur les comptes, sur le cash, mais aussi sur les cargaisons de pétrole. Et dans ce cas, il y a même un autre problème, c'est qu'il y a des cargaisons de la SNPC qui sont vendues, on ne sait comment et où. Donc, dans cette même part que le Congo reçoit, il y a des plus malins donc, qui retirent des cargaisons de brut et qui les vendent. Le circuit, vous le connaissez, c'est vendu, je crois, en Suisse et l'argent est encaissé, je crois, au Middle East, comme on le dit. Alors, donc, nous allons continuer de faire notre tour de table avec Ange et nous reviendrons sur vous, monsieur Ngombe. Ange, allez-y. Oui, il est toujours difficile hein, d'intervenir après de bonnes interventions précédentes, mais il y a toujours à dire. Voilà, allez-y. Un petit mot. Bon, moi, je m'appelle surtout sur la gestion. Nous nous souvenons qu'à l'époque, pendant la période de l'Issouba, le gouvernement avait renégocié la part des pétroles du Congo, je crois, à 33%. Et c'est à partir de cette base que finalement le gouvernement ou bien les gouvernements suivants ont géré le pétrole. Et nous connaissons tous que la part qui revenait au Congo a généré beaucoup de bénéfices à l'époque. Quand le baril du pétrole était vendu à $100 et plus, le pétrole a généré beaucoup de bénéfices. Et déjà, à travers ces bénéfices-là, je crois que le pays serait stable économiquement, financièrement. Mais comme on dit les prédécesseurs, il y a une très grande opacité dans la gestion de ce pétrole, si bien que nous ne connaissons pas réellement qu'est-ce qui se passe. Et même les exploitants, Total qui exploite le pétrole congolais sur le large du Congo là-bas, on ne sait pas exactement combien de barils de pétrole, quelle est la quantité exacte que Total exploite au Congo, parce qu'on n'a aucun chiffre, on n'a aucun bilan, et si bien que c'est comme une petite, pas une petite, mais pratiquement une marche à vue. Et les conséquences, nous les connaissons tous. Merci. Voilà, donc nous allons, je rappelle que nous n'avons pas oublié les auditeurs, vous savez qu'il y a beaucoup de gens connectés ici, donc nous reviendrons donc sur la question de l'auditeur dans quelques minutes. Donc pour ceux qui veulent directement intervenir sur message, sur Messenger, notamment en audio, vous pouvez toujours vous manifester. Alors, effectivement, monsieur Ange, vous avez bien raison, il y a plein de problèmes ici. On dit même que dans ces cargaisons qui sont vendues sur le marché, elles le sont en deçà même du prix réel du brut. Vous voyez déjà que non seulement c'est détourné,
mais ce qui reste est vendu, n'est pas vendu à sa valeur réelle. Voilà. Monsieur Ngombe, vous avez donc demandé la parole, je vous l'accorde rapidement parce qu'on va passer aux auditeurs également. Ok, très rapidement. Le problème donc de SNPC, Société nationale du pétrole du Congo, le terme national, c'est juste parce qu'il est arrimé au journal officiel de la République. En fait, il a manqué de créer un indice de référence. Je prends des exemples. WTI, c'est West Texas Intermediate. Il y a le Brent, donc c'est le pétrole qui est produit en mer du Nord. Il y a le Dubai Fetch. Ce sont des termes techniques qu'on emploie. On produit dans une zone, on négocie et lorsqu'on la vend, on gagne. Les Nigérians, le Nigeria a créé le Boni Light. C'est un nom des Nigérians, exploité, produit au Nigeria, mis à la vente au marché international par les Nigérians. Lorsqu'il y a des gains, c'est d'abord les Nigérians qui prennent et de redistribuer au niveau national nigérian. Donc, comme j'ai dit dans la même interview, il fallait créer un terme, peut-être Kwilu, Luango, Congo, je ne sais pas, un nom qui fait référence à nos armoiries du Congo-Brazzaville et la phase exploration et production. Le plus petit 1 litre qu'on met au marché international devait porter un sobriquet du Congo-Brazzaville. Il est exposé à New York, il est exposé à Tokyo, il est exposé à Londres, quel que soit le prix, mais il y a un indice de référence pour le Congo-Brazzaville, par le Congo-Brazzaville. C'était un échec. Il n'y a pas, Ngombe, une classification internationale de ce Donc, une espèce de label. Oui, mais oui, vous créez votre propre label, vous mettez sur le marché comme un brevet. C'est possible. Le Nigeria l'a fait. Boni Light. Voilà. Mon cher Ngombe, vous parlez de la qualité du brut? Non, le prix de référence, le benchmark, le prix de référence. Le problème, c'est que le Congo, vous savez que même au niveau de l'OMC, le Congo ne pèse pas assez lourd. Ce n'est pas facile pour vous de le faire, encore que l'indépendance économique, vous ne l'avez pas. Le Nigeria a des raffineries clandestines et a subi une période d'instabilité pendant que le Congo stable avait déjà sa raffinerie. La raffinerie tourne à un échec. Le Nigeria se remet de ses plaies politiques et a mis un indice de référence. Voilà. Voilà, c'est peut-être une proposition à ces leaders. Alors, avant donc de passer à la question des auditeurs, j'ai encore prévu pour vous un autre tableau sur l'endettement même de la SNPC. On dit que c'est l'entreprise pétrolière la plus endettée au monde. Vous voyez, Serge Flavier, c'est triste, hein, comme record. Voilà. Vous avez donc… C'est scandaleux, hein? Voilà, vous avez ceci. Je vais vous montrer ce tableau donc, qui nous présente… bon, tout le monde peut voir ceci, je crois. Voilà, vous avez le ratio d'endettement des sociétés pétrolières nationales. 2018, vous avez le Congo avec 2,59 milliards de dollars, la SOCAR Azerbaïdjan, 1,60, vous voyez déjà l'écart ici, la Sonangol, donc juste à côté, 1,47, Petronas en Malaisie, 0,50. Vous n'avez pas le Gabon ici, hein? Flavier. Oui, non, je pense que c'est facile à comprendre. Si aujourd'hui nous sommes au hit parade des sociétés pétrolières nationales les plus endettées, cela pose un véritable problème. Et moi, je parlais même de scandale il y a quelques instants. Je dis que c'est un scandale parce que la SNPC, qui est la société nationale, a aujourd'hui le potentiel qu'il faut pour être une société qui fonctionne correctement et qui devrait être une société rentable pour le pays. Et donc, le niveau d'endettement nous renseigne sur la qualité de la gestion qui est faite au niveau de cette entreprise. Et donc, moi, je parlerai d'une gestion douteuse. Oui. J'émets des doutes, et ça, c'est vraiment un avis personnel. J'émets des doutes sur la fiabilité de la gestion de cette entreprise. Lorsqu'une entreprise qui devrait faire des bénéfices se retrouve avec un lourd endettement, cela montre que l'entreprise, soit ne réalise pas de bénéfices, est obligée d'aller emprunter de l'argent pour pouvoir faire face à ses besoins de fonctionnement et d'exploitation, soit la société réalise des bénéfices, mais les bénéfices s'évaporent par plusieurs canaux, souvent informels, souvent qui n'ont rien à voir avec la gestion des entreprises, et ça pose un problème de management, ça pose un problème de
sérieux et de rigueur dans le pays. Connaissons aujourd'hui que notre pays n'est plus géré de façon rigoureuse à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Et donc la SNPC, qui n'échappe pas à cette réalité nationale, est tout simplement en train de nous offrir une espèce d'échantillon même de la gestion du Congo. Parce que tout est presque réuni pour que la SNPC soit un groupe rentable. Si la SNPC ne peut pas faire des bénéfices de par ses propres activités de forage et d'exploitation, la SNPC devait faire des bénéfices ne serait-ce que par l'activité de distribution des produits pétroliers, oui. Ne serait-ce que par l'activité de commercialisation de la part du pétrole qui revient au Congo lorsque le partage est fait avec les grandes sociétés pétrolières étrangères qui opèrent dans notre pays. N'oublions pas que le contrat de partage de production fait de telle sorte que ce qui est produit par Eni, ce qui est produit par Total, par d'autres compagnies, peut-être BNP ou je ne sais pas quoi, ce pétrole est partagé entre le Congo et ses sociétés et la part du Congo est remise à la SNPC pour que la SNPC s'occupe de la commercialisation. Donc la SNPC a suffisamment de potentiel, a suffisamment d'opportunités pour être une entreprise rentable. Mais aujourd'hui, la réalité montre que cette entreprise n'est pas rentable. Bien au contraire, elle est devenue un gouffre pour l'État congolais parce qu'il faudrait que le Congo supporte les dettes que lui ramène la SNPC. Vous voyez? Donc, je pense que c'est tout un système de gestion qu'il faut remettre en cause aujourd'hui. Si nous voulons d'abord redresser la SNPC, et là, les audits sont à exiger. Dans tous les pays du monde, quand une entreprise ne fonctionne pas correctement, il faut la soumettre à des audits pour que des cabinets d'audit viennent travailler pour diagnostiquer le mal, chercher à déterminer où se trouvent les goulots d'étranglement. Et à partir de là, lorsqu'on a identifié un mal, on peut maintenant commencer à penser à la thérapeutique qu'il faut apporter. Quelle solution apporter pour relever, pour redresser cette entreprise? Et il me semble que la gestion étant celle qu'elle est aujourd'hui, je suis même un peu étonné que les directeurs et autres chefs de service ou chefs je sais pas moi, de secteur ou de filiale ne soient pas inquiétés, quoi. Et ça me ramène à ce qu'a dit un des panélistes, que finalement, c'est une entreprise qui n'appartient plus à l'État congolais, mais qui est privatisée, peut-être même rendue, je vais dire, réduit au statut d'une propriété privée d'une famille ou d'un clan et qui n'a de compte à rendre à personne réellement. Et puis bon, voilà, on s'en fout du pays s'il peut continuer à en pâtir. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Peut-être rapidement, avant peut-être une réaction du... Ouais, je vais peut-être essayer d'intervenir. Enfin, je vais faire un complément. Vous me recevez là? Oui. Très bien. D'accord. Donc, je vais dire justement pour la dette la plus lourde qui est prévue, c'est aussi connu. Je vais essayer de lire un peu quelques passages que j'ai ici. Alors, donc, on dit le Congo. Donc, c'est une publication du 27 janvier 2020 à 16h30 exactement. Alors, donc, on dit la dette la plus lourde que prévue avec la dette de la société pétrolière SNPC. La dette du Congo-Brazzaville qui affole le Fonds monétaire international pourrait s'alourdir avec la dette de la société d'État pétrolière SNPC envers les multinationales Total, Chevron et Eni, révèle le rapport d'un ONG anticorruption publié lundi. La dette publique de la République du Congo pourrait dépasser les 12,5 milliards de dollars. Cela représente plus d'un tiers supplémentaire par rapport aux estimations publiées par le FMI en juillet 2019. Résume l'ONG Global Witness. La principale entreprise d'État congolaise, la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC, a contracté un minimum de 2,7 milliards de dollars de dette jusque-là confidentielle auprès de géants pétroliers, notamment Total, Chevron et Eni. Selon notre analyse de ces comptes vérifiés, développe Global Witness. Et encore, le passif de la SNPC pourrait devenir celui de l'État et entraîner les conséquences désastreuses
conclut Global Witness, qui s'inquiète des conséquences pour la population. Donc, vous voyez, donc je m'arrête là. Donc, comme le disait le frère Ngombe, je pense qu'il fallait peut-être essayer de changer le nom et mettre un nom, peut-être non congolais. Mais tout ça, ça ne servirait, je pense, à mon sens, à rien, puisque si la gestion elle est mauvaise, quel que soit le nom que vous allez changer, ben, ça restera pareil. La preuve en est qu'avant, c'était Hydro-Congo. Et en 2000, et après que le Congo a changé de nom en mettant SNPC. Voilà. Donc, ça veut dire que le problème majeur ici, c'est la gestion. C'est que ça. Parce que moi, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de prendre cette conscience, de comprendre que c'est quand même assez capital pour l'économie du Congo, que s'il y avait des gens responsables dans la gestion, peu importe le nom que ça pouvait prendre. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une réalité qu'il faut comprendre que les gens, ils s'en foutent. Même tout ce que nous disons, moi, je le parle parce que le souci, c'est cette population qui est en train de souffrir, qui est en train de subir. Oui. Donc, ceux qui nous entendent avec cette conscience de comprendre que, à un moment, il faut comprendre qu'il faut quand même changer. Il faut prendre conscience de comprendre que le pétrole est pour le bien de la nation. Donc, d'où j'interviens pour essayer de clarifier un peu les choses comme elles devaient se passer normalement. Alors, nous allons rapidement prendre la température des auditeurs que nous avons presque oublié déjà. Alors, je fais le tour de quelques réactions. La parole aux auditeurs. Donc, vous avez exactement ceci. Bon, j'ai dû perdre quelques questions déjà d'un ami qui était là. Je regrette bien. Attendez, je ne retrouve plus ceci. Il y avait des questions de monsieur. Attendez, je vais regarder. Je ne les retrouve plus. C'est bien dommage. Alors, c'était sur. Est-ce que quelqu'un aurait-il une idée sur les termes de ce contrat, notamment les chiffres? Est-ce que vous avez ces chiffres-là, Christian? Oui, permettez-moi d'intervenir. Oui. Les chiffres, on ne peut pas s'appesantir sur les chiffres. Non, les chiffres de ce contrat, les pourcentages, j'entends. Oui, je vais être bref. Déclarer 100%, c'est la plus grande erreur. Vous avez 100% physique, vous déclarez 50%. Pourquoi? Le marché monte, ça monte. Le marché baisse, ça baisse. Ça s'écroule avec 50%. Le 50% restant, je donne à toute la population 1 centime, et je me prépare à la perspective hors pétrole, ce qui a été fait à Dubaï en 1986. Je m'arrête là. Voilà, je sens que ces auditeurs, donc je ne retrouve pas exactement. Alors, voilà, il y avait une question, je crois, de Serge Armand Zanzala, voilà, qui s'interrogeait sur… je peux dire un mot, Dean Lewis? Oui, rapidement, allez-y. Oui, rapidement. On a tous décrié la gestion, évidemment. La clé du problème, c'est là. Et ce que représente la SNPC aujourd'hui, c'est pratiquement l'image de toutes les entreprises publiques ou parapubliques au Congo. Voyez-vous, nous avions créé une compagnie aérienne, Eker. Cette compagnie a existé pendant combien d'années? Nous voyons l'exemple du CFCO, contente de revitaliser, contente de faire renaître malheureusement. Évidemment, c'est cette question-là sur la gestion. Est-ce que réellement on y prend conscience ou bien seulement on se dit, bon, comme on dit en termes dans la langue nationale, et bonga, t'es toujours meilleur. Oui, c'est cela malheureusement le problème de notre pays aujourd'hui. Malgré tout ce débâcle au niveau économique, malheureusement, on continue à faire confiance aux mêmes personnes, aux mêmes gestionnaires, et voilà, c'est le pays qui avance comme ça. Merci. Je sens une réaction de Serge Flavie là-bas. Oui, non, effectivement, je crois que Ange Félicien a pleinement raison.
Il se pose réellement un problème de gestion. Nous sommes en face d'un scandale. C'est vraiment un scandale. Mais ce qui est choquant, voire révoltant, c'est le silence des parlementaires congolais. Que fait l'Assemblée nationale face à ce scandale qui vient d'être révélé? Ce scandale nous fait la révélation de deux choses très importantes. La première, c'est que la Société nationale des pétroles du Congo, avec tout son groupe, ne fonctionne pas de façon optimale. L'entreprise est certainement mal gérée. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats. Si l'entreprise était bien gérée, si les bénéfices de l'entreprise étaient gérés à bon escient, l'entreprise n'aurait pas besoin de s'endetter au niveau actuel qui vient d'être révélé. La deuxième chose, c'est la dette cachée. Qui a intérêt à cacher une dette? Mais c'est celui qui est coupable, non? Quand on se sent coupable, évidemment. Mais voilà, donc, le coupable, donc on ne cache que ce qui n'est pas formidable, ce qui n'est pas positif, ce qui n'est pas bon. Pour le cas d'une entreprise, pourquoi l'entreprise aurait-elle besoin de cacher sa dette? Puisqu'on sait que dans le monde entier, toutes les entreprises ont de la dette. Toutes les entreprises s'endettent pour financer les investissements, pour financer même certains postes de leur fonctionnement, de leur exploitation. Mais ces endettements doivent figurer dans les livres comptables de l'entreprise, de façon à ce qu'un cabinet d'audit qui arrive puisse avoir accès à l'information, puisse déterminer le niveau d'endettement de l'entreprise et puisse peut-être prescrire des solutions pour pouvoir sortir de la situation. Mais chez nous, le scandale qui vient d'éclater montre qu'une bonne partie de la dette de la RDC, et c'est là où moi je demande, qui a intérêt à cacher la dette? Alors, on ne peut cacher une dette que celui qui se sent coupable de l'avoir créée, peut-être de façon... Voyez-vous? Donc, je pense que les gestionnaires de l'entreprise, les responsables de l'entreprise sont conscients aujourd'hui que leur compagnie ne méritait pas d'être endettée au niveau où ils l'ont amenée. Et par conséquent, il faut dissimuler une partie de cette dette pour continuer à montrer que l'entreprise se porte bien, l'entreprise fonctionne bien, nous sommes des bons gestionnaires, donc nous méritons d'être gardés en place. Et maintenant que le scandale vient d'éclater, c'est ça mon interrogation. Quel est le rôle du Parlement congolais, notamment de l'Assemblée nationale, à qui la Constitution a donné les missions de contrôle? Voici mon interrogation. Je sais que nous n'aurons pas la réponse de ces fameux députés. J'en vois certains suivre de temps en temps, je vois certains suivre l'émission de temps en temps, mais souvent qui n'interviennent pas. Alors, nous allons... Oui, allez-y. Oui, j'ajouterai ceci. La conséquence de cette gestion que j'appellerais, en termes plus simples, scabreuse, c'est que, comme a dit mon frère quelque part, c'est le Congolais lambda qui paye le prix. Parce qu'aujourd'hui, même notre fameuse société de raffinerie, Coraf, a des problèmes. Aujourd'hui, vous allez au Congo, le litre d'essence est vendu, je crois, à 600 ou plus. Et quand vous allez dans d'autres pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, des pays qui ne produisent pas le pétrole, vous trouverez que là-bas, le litre d'essence coûte moins cher qu'au Congo-Brazzaville, pays producteur du pétrole, pays qui a une société qui gère les revenus pétroliers du Congo. Mais oui, mais vous avez eu la réponse sur le tableau, le diagramme, non? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Merci. Voilà, je rappelle que nous avons quelques auditeurs connectés. Bon, Joe Curtis, Jean Lewis, dans l'organigramme des postes au sein donc de la SNPC, on retrouve des frères, cousins et amis de la famille présidentielle qui proviennent de Kinshasa, mais qui utilisent des passeports, je crois congolais. Hein? Je vais regarder, attendez, j'ai des problèmes ici, voilà, qui proviennent de Kinshasa, mais qui utilisent des passeports congolais. Le recrutement est fait par affinité et non par compétence. Il faut connaître quelqu'un. Il y a des détournements des cargaisons de pétrole, on en a déjà parlé, que vous ne pouvez même pas imaginer.
la famille présidentielle travaille avec des experts qui travaillent pour le compte de la SNPC, ceci dans le souci de couvrir la compétence en la matière et faciliter les transactions sans trace des cargaisons. Voilà, ça me paraît intéressant. Vous voyez, donc, allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Oui, très bien. Voilà, donc cet auditeur, donc, Joe Curtis nous dit qu'ils font des doublés, c'est-à-dire que étant conscient de l'incompétence des cadres, parce qu'il y a le problème, je voulais répondre donc sur l'argument de Serge, parce qu'on aborde la chute, sur la base de cette incompétence avérée des cadres qu'ils n'ont, puisqu'ils savent que ces nominations ne le sont que sur des bases ethniques, alors ils prévoient des doublés. Donc, sur le même poste, je crois qu'il y a 2 fonctionnaires qui sont payés. C'est scandaleux, chers amis. C'est à vous. Qui veut réagir? Oui, je peux réagir. Oui. Donc, sur la nomination, précisément la nomination des cadres, notamment en prévoyant des doublés. Bon, la nomination des cadres, les doublons au terme technique. Voilà, donc, les doublons. Ça c'est l'organigramme interne de l'entreprise. Donc, il n'y a pas d'audit. Tout le monde qui parle de l'extérieur n'a pas un pouvoir d'intervenir à l'intérieur. Ce qu'on pouvait faire déjà, c'est de se poser la question d'une deuxième raffinerie. On ne vous entend plus là. Est-ce que vous pouvez remettre votre écouteur là où il y a le micro plus proche? Oui, oui, je mets le... Allô, oui. Oui, donc je disais tantôt, donc les doublons, c'est quelque chose de l'organigramme interne de l'entreprise. Tout le monde qui est extérieur de l'entreprise peut simplement parler, mais n'a pas un pouvoir de pouvoir intervenir directement. Ce qu'on peut faire déjà, c'est de demander la création d'une deuxième raffinerie. Pourquoi? Une deuxième raffinerie apporte du travail. Une deuxième raffinerie permet de renégocier le prix de référence. Une deuxième raffinerie permet de voir sur le marché le cours normal. Et en fait, une raffinerie, au terme mécanique du terme, et l'autre raffinerie, c'est d'apporter les négociants, les traders à tout revoir. Voilà. Alors, nous abordons donc la chute, les solutions. Est-ce que la création d'une raffinerie vous paraît la solution? Oui. Oui, Flavie. Non, je suis pas contre la proposition du frère Ngombe. Bon, déjà, à l'entendre parler, je pense qu'il est du secteur. Hein, il connaît un peu mieux que nous en matière de sécurité environnement. Voilà, de gestion du secteur pétrolier. Mais moi, en tant qu'économiste, je dirais que parmi les pistes de solutions, hein, je ne propose pas une solution qui serait considérée comme la panacée. Parmi les pistes de solutions, il faut procéder à des audits. Il faut auditer cette compagnie, premièrement. Deuxièmement, il faut mettre un terme à deux mots qui viennent de transparaître. C'est le népotisme. Lorsqu'on met des parents dans une entreprise simplement parce qu'on veut les rendre utiles dans la famille pour qu'ils aient un revenu qu'ils ne méritent pas parce qu'ils n'en ont pas les compétences, ça s'appelle du népotisme. Donc, nous devrons faire en sorte que la Société nationale des pétroles du Congo soit débarrassée du népotisme. Le deuxième mal, c'est l'incompétence ou la mégestion. Travailleurs qualifiés. Nous avons là... Allô? Alors, décidément, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec toute la chaîne. Donc, je disais que l'autre mal qu'il faut chercher à guérir au niveau de la SNPC, c'est de procéder à une restructuration de l'entreprise. La restructuration, après audit, permettrait de déceler tout ce qu'un auditeur venait de suggérer, certainement qu'il est une entreprise qui a vocation à faire du profit pour faire le même travail, sous prétexte qu'il y a un qui va faire le job et que l'autre ne serait là que pour faire le sale boulot qui ne profite peut-être qu'à l'oligarchie qui a la même mise sur l'entreprise. Donc, il faut restructurer le groupe SNPC pour pouvoir mettre un terme à toutes les activités qui ne sont pas rentables, pour pouvoir maîtriser la masse salariale parce qu'une entreprise en difficulté a besoin d'être assainie sur le plan financier. Et l'un des leviers qu'on utilise pour revitaliser une entreprise, c'est la réduction des charges d'exploitation. Les salaires font partie des charges d'exploitation
qui sont généralement un gouffre à soupe pour la compagnie. Il faut maîtriser la masse salariale, il faut réduire les effectifs en enlevant tous ceux qui sont inutiles pour l'entreprise, peu importe s'ils reviennent de la même région que le DG ou ceux qui les ont nommés au haut niveau. Mais si on a le souci de rendre cette compagnie performante et utile pour le gouvernement et pour la nation tout entière, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de programmes sociaux sont tributaires des revenus du pétrole. Et quand les revenus du pétrole ne rentrent pas, c'est toute la société congolaise qui en pâtit. Si on a encore le souci de ce pays, si on veut encore améliorer quelque chose pour le bien de la population, en mettant les intérêts du peuple au-dessus des intérêts individuels, il faut restructurer le groupe. Je le disais, il faut réduire les charges d'exploitation, en commençant par le personnel. Il faut procéder. Ah, Serge. Le micro. Voilà, Serge, vous avez trop de problèmes. On va donner la parole à quelqu'un d'autre avant de faire. Je viens de découvrir un élément publié par... Allô, Serge? Allô? 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 Merci, je pense que... Allô? Oui, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes de micro, hein? Avec le micro, sans doute. Oui, vous parlez des salaires. Je voulais rapidement vous donner une information que je viens de découvrir ici. C'est un article qui a été publié par Zengamambo je crois en 2017 sur les salaires justement du président, vice-directeur et autres. Vous avez M. Denis Ngokana, donc retraité d'Elf Congo, qui a par an près de 57 millions de francs CFA. Vous avez, par exemple, Jérôme Coco. Incroyable. Oui, Eni qui a près de 80 millions. Vous avez des gens comme Benjamin Makaya, retraité Elf Congo, Raoul Ominga. Raoul Ominga lui-même, à l'époque, en 2017, avait donc 15 millions par mois, et qui totalise une bagatelle de c'est pas croyable. Voilà, de CFA. Bon, la conseillère de la direction, même les conseillères, donc vous avez une conseillère qui a 7 millions le mois. Chaque conseillère a 7 millions, donc totalise près de 21 millions de CFA. De loin, voilà, 21 millions de CFA. Vous avez, et ça, c'est sur quel où est-ce qu'on peut avoir ces documents-là? C'est un document de la SNPC elle-même, mais qui avait été publié par Zengamambo sur la gabégie financière. Je pourrais, voilà, donc vous avez les directeurs centraux, donc 7 millions. Vous avez les directeurs généraux des filiales, 7 millions. Alors, vous voyez que tout ça, c'est faramineux et ça fait mal aux oreilles. Franchement, quand j'entends tout ça, c'est... J'ai essayé également de me renseigner sur le prix du litre d'essence. C'est 1,7 $. Vous pouvez faire la conversion à Brazza, donc 1,7 $. Mais pour répondre à mon ami Gombe, le problème réel, ce n'est pas tant de multiplier les raffineries, mais si nous voulons avoir une raffinerie nationale, il faut comprendre que les problèmes que nous déplorons à Coraf sont la conséquence simplement laissez-moi terminer, la conséquence de ce qui se fait en amont, c'est-à-dire le groupe, la SNPC, dont les salaires dont nous parlons, dont le vol des cargaisons de brut, dont la vente à bas prix de notre pétrole qui est de bonne qualité, il faut le dire. Donc, pétrole de bonne qualité, mais bradé sur le marché du brut. Et dont d'autres problèmes d'ordre de compétences des cadres qui ne savent pas négocier les contrats, qui ne comprennent même pas ces contrats. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font avec ces négociants. Je n'ai pas eu le temps de vous faire écouter toute la bande de M. Ominga, mais quelque part, il dit bien que... Bon, il se plaint du fait, notamment s'agissant de la CORAS, M. Ominga se plaint du fait que le gouvernement ne donne pas à la CORAF la possibilité d'agir comme dans une économie de marché, notamment sur le plafonnage des prix. Et il déplore ça. Et il croit qu'il faut qu'on laisse à la CORAF la possibilité justement de suivre même le marché comme à Kinshasa où les prix changent toutes les 5 ou 6 minutes. Je voulais un peu avoir votre réaction sur cette réflexion de M. Ominga. Qui veut prendre la parole rapidement? Non, Gombe ne l'a pas encore prise depuis quelques... Allez-y, Gombe.
Allez-y. Donc, pourquoi j'insiste? Dans quelques minutes. Oui, j'insiste sur une deuxième raffinerie parce que les raffineurs travaillent avec les négociants travaillent avec les raffineurs sans passer par le produit lui-même. Le produit lui-même est en tant qu'indice, c'est les raffineurs et les négociants qui voient le prix du marché, qui voient la production, s'appuient sur un indice de référence et l'indice présente le marché, bourse de valeur mobilière. Oui. Donc, l'idée est bonne, mais elle est tardive. La raffinerie actuelle, on ne la touche pas. On donne le projet d'une deuxième raffinerie qui va aider celle qui est actuelle et qui va s'affirmer elle-même. Et c'est traçable, c'est visible sur un tableau. Comment cette deuxième raffinerie va aider celle qui est là déjà? Bonne question. Parce que la nouvelle raffinerie, on fera un tableau des achats, des ventes. Tout le monde qui est en fin d'exploration, tout le monde qui commence la production. Si on ne peut pas nous-mêmes, on peut s'appuyer sur 4 pays étrangers par contrat qui viendront s'installer, travailler sur place, formation de formateurs, donc de pouvoir et former, et produire, et déposer un brevet, et de lire le cours du marché, et de lire le taux du jour. C'est là que le nom, ce n'est pas le nom de l'entreprise qu'il faudra changer, mais il faudra trouver un nom qui ressemble à nous pour l'indice. Pour présenter cet indice. Bon, c'est ça, cette partie qui m'intéresse. Voilà, pour l'indice. Allez-y, Flavie. Oui, allez-y. Oui, non, ce que dit le frère est important. Voilà, ce que dit M. Ngombe est important. Par rapport à votre question sur ce qu'aurait dit M. Ominga, moi, en tant qu'économiste, je suis favorable à l'économie de marché. Moi, je suis contre tout ce qui est économie centralisée et orientée par un gouvernement. L'économie sur le modèle communiste n'a jamais marché. Je ne connais pas un seul pays qui se développait en utilisant le modèle communiste. Qu'on ne me parle pas de la Chine parce que la Chine est un pays bizarre où vous avez du communisme politique, mais vous avez du capitalisme économique. Mais le problème, c'est que M. Ominga ne peut pas vouloir faire de la CORAF, donc la société de raffinage du pétrole, une entité qui puisse fonctionner comme dans une économie de marché, alors que le Congo, déjà, ne dispose pas d'une économie de marché. De quel type d'économie avons-nous au Congo? Ça fera un jour l'objet d'une émission, Jean Lewis. Nous avons échoué au Congo à mettre en place une économie de marché. Et si demain il y a changement de leadership politique, il faudrait bien que les politiques s'appuient sur les économistes. Il faudra peut-être aller à un forum économique et social ou à une conférence nationale économique, simplement pour mener une réflexion approfondie sur la nature même de notre système économique et que le Congo fasse enfin un choix judicieux. Et le choix pour moi, c'est de remplacer l'économie actuelle par une économie. Lorsque vous posez d'une économie de marché, vous pouvez fonctionner et agir comme cela se passe les économies à travers le monde. Des choses, poser ce débat comme le fait M. Ominga est un faux débat. Par contre, l'idée du frère Ngombe de susciter la création d'une nouvelle raffinerie, à mon avis, c'est une idée. Serge, je sens que tu as des problèmes aujourd'hui, Serge. Allô? Possible. Oui, allô? Mais moi, je vous entends très bien. Oui, mais... Oui, je disais que je vous entendais très bien. Est-ce que vous me suivez? Oui, termine ton idée là, réagis sur son idée de créer une autre pharmacie. Oui, donc rapidement, mon point de vue sur la... Oh my goodness. Excusez-moi. Effectivement. Je disais que mon point de vue sur la question de la raffinerie, vous me suivez? C'est mieux, non? Oui, ça va. Sur la question de la raffinerie était que la création d'une deuxième raffinerie peut apporter, voilà, la création d'une deuxième raffinerie peut apporter quelque chose de positif à ce système. C'est-à-dire que la CORAF, qui aujourd'hui n'est pas capable de remplir ses missions,
va avoir à côté une structure sœur qui jouera les mêmes missions. Et donc, les produits de la CORAF pourront peut-être servir une partie du pays et les produits de la deuxième raffinerie, qui en ce moment devraient être géographiquement localisés dans une autre partie du pays, peut couvrir le reste du pays. Et ça va faire en sorte que le système souffle et qu'on ne puisse pas connaître les pénuries de produits pétroliers comme on le vit aujourd'hui. Parce qu'un pays qui a des pénuries de produits pétroliers alors qu'il est producteur de pétrole, la situation est symptomatique d'une incapacité des structures en place à pouvoir jouer leur rôle et à pouvoir fournir la population en produits pétroliers de base. Donc, je crois que c'est une très bonne idée et cela devrait faire partie de ce que moi j'appelle un plan de restructuration. Serait lui-même la conséquence des audits qu'il faut mener sur le groupe SNPC. Et c'est là où j'en appelle. J'en appelle à notre Assemblée nationale de prendre ses responsabilités pour un gouvernement qui réellement est essoufflé, est incapable de trouver des solutions, même devant des scandales, pour faire en sorte qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire d'abord sur le cas SNPC, devant ce scandale, et ensuite appeler des cabinets extérieurs. Est-ce que là, Serge, je n'ai pas envie de couper, est-ce que nous sommes là en train de rêver ou comment? Non, je ne suis pas en train de rêver. Je donne un point de vue, je vais dire, de technicien. Faire de la politique, je suppose que le Congo dispose d'une Assemblée nationale à qui la Constitution de la République a donné le contrôle. Devant le scandale, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle. Alors, Ferrer, l'Assemblée nationale doit imposer au gouvernement de faire à des cabinets d'audit. Voilà. Alors, Ferrer, à nos députés de prouver qu'ils sont des élus du peuple. Voilà. Alors, je vais donner la parole à un auditeur, M. Zete Tikos, dans quelques instants. Ferrer, est-ce que vous pouvez réagir sur cette proposition? Est-ce que vous croyez qu'elle est réalisable quand on sait que le domaine du pétrole là-bas, c'est l'opacité, c'est la nuit noire? Vous pensez... En fait, moi, je veux plutôt rejoindre, on va dire, M. Ngombe sur ce qu'il a eu à faire comme proposition. Sinon, autrement, je pense que l'idéal serait que d'avoir, comme je dis, toujours des gens honnêtes. Après, je ne peux que me limiter par là, parce que même si on peut apporter des suggestions de quoi, mais à la base, si ceux qui tiennent, on va dire, cette fonction-là et ceux qui ne font pas leur mission comme il se doit, ça serait toujours pareil. Donc, c'est pourquoi je rejoins les autres, enfin, les prédécesseurs, ceux qui ont eu... Voilà, monsieur Ange Félicien. Ange, c'est à vous. Oui. J'apprécie les arguments avancés par mon frère Flavier en tant que technicien et puis non, l'autre, j'oublie le nom, celui qui est du domaine, notre frère qui est là. J'ai bien apprécié leur... Voilà, hygiène, sécurité, environnement, oui. D'accord, merci. J'ai bien apprécié leur expertise ou les propositions, mais moi, je veux m'appesantir sur le côté politique. On ne pourra pas améliorer la gestion de nos entreprises, que ce soit la SNPC et les autres entreprises publiques ou para-étatiques, si seulement il n'y a pas une réelle volonté politique dans notre pays. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette volonté politique d'assainir, évidemment, la gestion de ces entreprises. Quand je parle d'une volonté politique, c'est ouvrir, évidemment, ouvrir un dialogue ou encore un forum économique inclusif qui va associer tous les experts ou encore toutes les capacités, les potentialités que nous avons dans ce domaine, évidemment, pour étudier la question, pour évaluer la question et pour apporter des solutions qu'il faut. Et si on ne le fait pas, si on se base seulement sur les audits et puis essayer de bricoler comme on le fait d'habitude, malheureusement, nous allons toujours marcher dans ce que nous sommes en train de observer depuis des décennies. Voilà ce que je peux dire sur ce point.
Voilà, je tente de prendre un auditeur qui veut bien réagir sur la question du jour, notamment le point de chute, bien sûr, parce que là, nous sommes sur les solutions. Je crois que vous me suivez. Donc, allô, monsieur. Attendez, je vais voir s'il est déjà connecté, ce monsieur, notamment sur le point de chute. Voilà, nous avons cet appel qui va nous arriver dans quelques secondes. Voilà, monsieur. Allô, est-ce que vous nous écoutez là? Voilà, il est parti, le monsieur. Il ne réagit pas. Nous allons tenter. Ne m'appelez pas sur mon portable, s'il vous plaît. Il est parti. Il faut bien que j'éteigne ici pour l'empêcher de... Voilà. Allô? Alors, voilà. Allô? Voilà. Vous êtes... Bonsoir. Oui, Bonsoir, oui. les compatriotes. Oui, bonsoir. Vous avez un nom fantaisiste. Quel est votre nom? Bonsoir. Moi, c'est Emmanuel Goma. Ah, Emmanuel Goma. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Cape Town. Oh, Cape Town, d'Afrique du Sud. Oh, how are you? Oui. Everything okay? I'm good. How are you? Ah, oui, Yeah, from everything Chicago, is yeah. fine, no complaint. Okay, so did you listen to the beginning of the show? Probably you did not, right? No, I just see it now because I was busy. Okay, Okay. So, let's get back to French now. Okay, il s'agit de la Société nationale des pétroles du Congo que vous connaissez, puisque vous êtes congolais. Vous savez que nous avions une Société nationale des pétroles du Congo. Que pensez-vous de cette société? Le constat est le suivant. Le prix du carburant à la pompe, il est criard. Il y a la rareté des produits pétroliers un peu partout dans le pays. Mais la semaine dernière, on vient de nous annoncer un scandale de cette société qui traîne une lourde dette de près de 2 ou 3 milliards de dollars. Alors, dette à renégocier, la SNPC devient le fardeau des Congolais. Vous êtes propriétaire de cette société également. Quelle est votre réflexion sur cette entreprise? Et quelles sont les solutions que vous apportez à ce problème? C'est à vous. OK. Bon, en ce qui concerne la SNPC, la Société nationale du pétrole du Congo, c'est une société, d'abord, au départ, la société c'était une bonne idée. Il fallait créer une entreprise qui devait se spécialiser sur la gestion du pétrole, c'était une bonne idée. Mais par contre, ils ont fait de cette société-là un patrimoine familial. C'est ça qui a conduit qu'il puisse y avoir faillite en ce qui concerne la gestion de cette entreprise. Bon, c'est dû au népotisme parce qu'ils ont fait d'une société nationale comme une société familiale et du coup, il n'y avait pas de contrôle, il n'y a pas un bon management parce qu'il y aura personne qui va tenir le compte, il y aura personne qui sera inquiet en ce qui concerne la gestion parce qu'il dit que là-bas, il y a le jury m'expliquer. Donc, même s'il y a disparition de l'argent ou de quoi que ce soit, il peut jury m'expliquer et c'est les parents, voilà. Donc, c'est un peu ça. Pour rehausser à ce flot qui est d'une grande importance, oui, d'une importance capitale, oui, je crois que ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile par rapport aux hommes que nous avons. Parce que l'habitude de la seconde nature. Alors, quelle est la solution que vous apportez au problème? Mais vous savez bien que moi, que la SND, c'est une société nationale. C'est la base de l'économie congolaise. Donc, pour ce faire, il faut peut-être, on était un grand pays comme les autres, on devait peut-être se baser sur une matière première, par exemple le bois. Et on sait qu'à ce moment-là, la SNE devait se battre avec l'argent qu'il devait gagner dans le futur et puis payer ces dettes-là pour liquider tout ce monde-là qui doit. Mais par rapport à la gestion congolaise, par rapport aux revenus du Congo, oui, je crois que ça serait un peu difficile pour trouver une solution dans les années à venir. Voilà, mais là vous êtes là-bas en Afrique du Sud, vous n'avez pas de problème de carburant comme chez nous au Congo, hein?
Mais l'Afrique du Sud, c'est un pays qui ne produit pas du pétrole comme le Congo. Le Congo, c'est le 3e pays producteur du pétrole en Afrique Sud. Donc, et puis, ici en Afrique du Sud, la gestion des choses publiques est organisée en tenant compte des compétences. Oui. Alors, si vous prenez quelqu'un qui n'a même pas une connaissance sur ce qui concerne du pétrole, ça sera juste un gâchis. Donc, pour renouer au problème de la SNPC, il faut changer peut-être de tête. Il faut peut-être penser à envoyer des techniciens sur le domaine et quand ils vont revenir, peut-être ils peuvent trouver des solutions. Mais le gouvernement actuel, est-ce qu'il a des moyens pour faire cela? Voilà. Et puis, un autre problème, oui. Un autre problème qu'il faut aussi, il faut tenir compte aussi de, comment on appelle ça, des multinationaux. Parce que les entreprises multinationales, ils ont besoin de l'argent. Et si vous voyez que le problème de SNPC est sorti de cette manière-là, c'est parce qu'il y a mésentente. Parce qu'ils ne savent pas comment récupérer cet argent que la SNPC doit aux entreprises multinationales. Donc c'est là où le problème est sorti. Et il faut aussi dire à cela que cette situation-là, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. L'entreprise était en faillite depuis longtemps, peut-être les années 5 ans avant, si on peut le dire. Si la situation est sortie, en ce moment-là, si tout le monde est au courant de ça, c'est parce qu'ils ne savent plus comment faire pour rehausser ce trou. Voilà, Emmanuel, votre temps d'intervention est épuisé. Nous allons, merci donc d'être intervenu. Prenez l'habitude de venir rejoindre la communauté, c'est très gentil de votre part. Nous allons donc continuer l'émission. Vous pouvez continuer à suivre sur Facebook le temps de conclure avec mes invités. Merci encore une fois de plus, Emmanuel, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était notre ami Emmanuel que vous avez suivi depuis l'Afrique du Sud. Réaction. Nous allons maintenant conclure cette émission sur les solutions définitives, justement, que nous pouvons envisager. Il y a beaucoup de pistes. Il y a la restructuration, il y a le problème des cadres, il y a le problème de la création de plusieurs. Je voudrais faire avec vous un dernier tour de table sur les solutions à apporter au problème. Mais n'oubliez pas qu'il y a, Serge, avant de restructurer, l'ardoise à rembourser. Comment le Congo va rembourser tout cela? Est-ce qu'on ne va pas encore hypothéquer d'autres cargaisons de pétrole? Donc, on est là un peu comme dans un cercle vicieux, non? C'est exactement le terme qui était en train de tourner dans ma tête. Nous sommes finalement dans un cercle vicieux où on tourne en rond, hein, les mêmes causes produisant les mêmes effets, décennie après décennie. On parle tout. Voilà. On va commencer aujourd'hui. Ce n'est pas seulement les dettes qui sont contre l'avènement pour financer la construction des routes ou bien je ne sais pas quoi. Mais l'endettement du Congo, c'est aussi toutes ces entreprises publiques qui n'arrivent pas à faire du profit, mais qui finissent par devenir des gouffres à sous pour le pays et à devenir des machines à fabriquer la dette que les générations futures vont continuer à supporter. Et c'est ça qui est criminel à ce niveau. Donc, en termes de conclusion, je dirais que notre pays a besoin d'un réel changement, un changement à tous les niveaux, en commençant d'abord au niveau politique, parce que quand la politique ne marche pas, rien ne peut marcher dans le pays. Quels que soient les experts qu'on peut avoir sur le plan de l'économie ou du droit ou je ne sais pas de quel autre domaine, la politique, c'est elle qui tracte tout. La politique, c'est la locomotive. Donc, il faut des changements au niveau politique. Vraiment, la situation en appelle à un nouveau leadership. La situation du pays en appelle à un changement de l'élite au pouvoir. Et si ce changement se réalise, il faut cette fois-ci aller vers ce que moi j'appelle peut-être un forum économique national ou une conférence économique pour qu'on réfléchisse sur la direction à donner à notre pays en matière économique. Quel type de... Voilà, Serge, je veux vous arrêter. Pour le Alors, Serge, je veux vous arrêter hein, parce que c'est pas coulant là. Hein. C'est le feu que couper là, Serge. Alors,
Nous allons passer au suivant. Monsieur Ngombe, on parle du changement politique de fond en comble, mais les dettes, on ne va pas les gommer pour autant. Hein. Ok, je vais conclure. Je vais être bref et précis. Oui. Il faut un audit plus évaluation. L'évaluation, c'est d'appeler 4 pays pétroliers d'installer une base opérationnelle au Congo-Brazzaville. C'est des problèmes de souveraineté nationale, mais eux, ils viennent pour travailler ensemble. Numéro 2, diminuer la décote. La décote, c'est le prix d'achat, le prix de revient. Entre les deux, il y a $10 qu'on va ramener à $6 de profit. Quand le profit est bas, les gens vont travailler plus. Quand le profit est grand, les gens vont travailler moins. Numéro 3, augmentation du chiffre taxable. Le pollueur-payeur. Les torcheurs, lorsqu'on brûle au niveau des torches, ça sera taxé. Numéro 4, on va argumenter les ventes. On a un tableau, un Congolais a le droit de savoir, comme le PMU, comme la Cogelo, comme un pari sportif, est-ce que moi j'ai 50 000 francs CFA, je mets sur le pétrole congolais, moi je gagne même un 5 000. Donc un pari sportif par rapport au pétrole produit au Congo, quel que soit l'opérateur. 5 pour terminer, les cargos fantômes, lorsque le pétrole sort destination nulle part, ça tue l'ensemble du système. J'ai conclu. Merci, mon cher Gombe. Alors, Ange, vous avez là beaucoup de problèmes, de propositions de M. Gombe pour augmenter même les recettes de cette entreprise, augmenter les recettes. Est-ce que vous avez quelque chose, une solution miracle encore pour faire que, pour effacer cette ardoise? Il y a d'abord le problème de l'ardoise, que vous changez de régime ou pas, cette ardoise perdure, elle restera là. Alors, Serge, non pas Serge, Ange, c'est à vous. Merci, Gino. Hey, allez là-bas. Bon, voilà. Oui, allez-y. Désolé. Bon, moi, ma solution la plus idoine, hein, excusez-moi de cette expression peut-être trop exagérée, la solution idoine, c'est le côté politique. Et tant que nous n'aurons pas réellement perçu le problème de ce côté-là, il sera difficile que le Congo aujourd'hui s'en sorte économiquement et notamment particulièrement en ce qui concerne le pétrole. Voilà pourquoi personnellement je pense à un certain moment le président Sassou doit certainement mettre de l'eau dans son vin pour dire bon écoutez, en ce moment nous constatons que les choses ne marchent pas, hein. On a essayé toutes les équations possibles, malheureusement cela ne marche pas. Est-ce qu'il n'est pas possible d'ouvrir le pays à d'autres potentialités, c'est-à-dire que inclure tous les Congolais de tous bords, hein, tous les Congolais de tous bords? Je crois que c'est la solution que Marien Ngouabi à l'époque voulait préconiser quand les choses ne marchaient pas. Il a voulu ramener les Massamba Débat et autres pour s'asseoir autour d'une même table et regarder qu'est-ce qu'il fallait faire pour relancer l'économie du Congo. Moi, je repartirai sur cette base, comme je l'ai dit tantôt, faire asseoir tout le monde au cours d'un forum, même si on ne parle pas d'un forum totalement politique, mais parlant de ce problème du pétrole qui est la base de l'économie congolaise. Vous parlez d'un forum économique? Oui, je plaide pour un forum économique, évidemment. Un forum économique autour duquel vont s'asseoir tous les experts possibles et même les experts étrangers pour réunir toutes ces idées et voir dans quelle mesure on peut relancer cette société qui est le poumon économique du Congo actuellement. Tant que les choses ne se feront pas de cette manière, on va seulement bricoler, remplacer X par Y alors que ce sont les mêmes personnes. Malheureusement, nous allons tourner autour du pot et la CNPC va connaître, ou bien à la longue, elle va finir par, je ne sais pas, disparaître et laisser au Congo un problème qui sera difficile à résoudre. Donc, moi, je m'appesantis de ce côté-là. On peut prendre des experts techniques, ainsi de suite. Tant que le problème n'est pas résolu de cette manière, je ne pense pas que les choses vont s'améliorer. Voilà ma petite contribution.
Voilà, je tente de joindre Joe Curtis qui veut prendre la parole. Joe Curtis, restez en ligne. Je vais, avant que Ferrol n'intervienne pour la conclusion générale de cette émission. Alors, Joe Curtis, ne quittez pas, Joe Curtis. Alors, je vais donc donner la parole à Joe Curtis. Joe Curtis, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute très bien. Bon, ne quittez pas, on va vous donner la parole dans quelques secondes. Je crois que vous êtes là. Voilà, c'est à vous, allez-y, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. D'accord. Bon, il faut signaler que ce sujet-là, c'est un sujet très, très important. Premièrement, je salue tous qui sont sur ton grand podium. Vraiment, frère Lewis, vous savez, la force d'une entreprise, c'est la qualité des hommes. On ne l'entend pas trop bien, là. Vous ne l'entendez pas? Je n'entends pas trop bien, là. Mais vous devez avoir des problèmes à votre niveau. Qui d'autre n'entend pas, là? Moi, ça semble bien passer. Hein. Je reçois. Oui, Ange, vous devez augmenter le volume de votre téléphone, je crois. Hein? Mon volume est à fond. Il est à fond? Oui. Joe Curtis, allez-y, continuez. Moi, Oui, allez-y. Donc, je disais que la force d'une entreprise, que ce soit n'importe quelle forme de structure, c'est la qualité des hommes. Et puis, dans une entreprise comme la SNPC, le plus grand problème, par mon expérience, parce que j'ai eu à faire, j'ai fait des stages là-bas en tant qu'interprète en anglais à l'époque. Nous salaires à SNPC Distribution, mais je vous assure que c'est même impossible. Ce que mon frère était en train de dire, il faut passer par l'audit. C'est quasiment impossible de passer même par l'audit parce qu'au fond, nous avons des gens, c'est comme une entreprise où on te dit, c'est 600 personnes, hein, le personnel, le HR te dit, il y a 600 employés, mais quand tu essaies de voir ce qui sort comme paiement, c'est pratiquement 2000 employés. Donc, au fond de la compagnie est politisée. C'est comme ce que je vous ai dit, il y a des experts qui travaillent dans cette compagnie, tout simplement pour faciliter les transactions, pour faciliter tout ce qui est sorti de cargaison. Je vous donne encore, je vous partage un point. Est-ce que vous êtes au courant, quand il y a pénurie de pétrole à Brazzaville, Lucien Ibata fait des transactions de cargaison que nous ne connaissons pas, qui part par Kinshasa et autres. Ça, c'est des choses que nous ne connaissons pas. Et quand c'est comme ça, toutes ces transactions-là, ça revient au niveau de la famille présidentielle. Et c'est la population qui souffre. Est-ce que vous voyez? Bon, même l'idée de mettre, l'idée d'abord, quand on essaie d'analyser, l'idée juste de mettre Christelle Denis Sassou Nguesso en tant que président de cette structure, on a l'impression que la vision est déjà faussée. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, la différence, c'est que ceux qui travaillent pour cette société, SNPC, nous sommes tous conscients que cette société constitue le poumon de l'économie congolaise. Mais quand on essaie de bien analyser, on a l'impression que l'idée, le mindset, l'état d'esprit de ceux qui travaillent dans cette société, de ceux qui composent cette société, c'est plutôt voler, s'enrichir, que de profiter de cette structure comme moyen de faire propulser le pays. C'est là où se pose la plus grande différence, parce que ceux qui sont là, tellement qu'ils incarnent un état d'esprit de s'enrichir, ils ne vont jamais permettre l'audit. Ils ne vont jamais permettre tout ce qui est réduction des salaires, des postes, tout ça. Ils ne vont jamais permettre ça. Donc, quelle que soit la forme des décisions, quelle que soit la forme des suggestions que nous allons émettre, ils vont bloquer ça. Voilà. Est-ce que... Allô? Je vous écoute. Bon, mais c'est Ange Félicien, je vérifie à mon niveau, le son était parfait. Merci donc pour... Oui, le volume, évidemment, apparemment, le volume s'était amélioré. Ouais. Donc, voilà. Donc, Joe Curtis, de ta réaction, nous allons conclure avec notre ami Obembe. Donc, nous revenons sur la question initiale, Obembe. La SNPC, qui est donc la boîte noire de l'économie congolaise, pour quoi faire? Réponse. Alors, donc, la boîte noire, tout ce que je peux dire... alors, vous me recevez? Parce qu'en temps, j'avais plus de batterie. Là, j'ai mis le téléphone à la charge. Là. Je ne sais pas si vous me recevez. On vous reçoit. Bon?
Oui. Ouais. Alors, donc, moi, je peux proposer ceci, hein, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il faut que le pouvoir qui est en place, c'est que ce pouvoir doit prendre le courage, hein, c'est-à-dire de voir qu'aujourd'hui, si on débat, c'est justement parce que la seule solution que nous voudrons, c'est que le pays puisse se relever, hein, c'est-à-dire aller sur les nouvelles bases. Donc, je pense que l'idéal serait aussi de présenter un forum économique où on va devoir associer toutes les intelligences, la diaspora. Et je pense qu'aujourd'hui, la diaspora sera aussi un levier assez fort pour aider le Congo à se relever. Et ça, c'est sûr, parce que nous vivons actuellement avec des nouvelles enfin, je veux dire, avec des nouvelles pensées, avec tous les changements que le monde connaît aujourd'hui, hein. Donc, je pense que l'idéal pour le pouvoir actuel serait de faire une rétrospective, on va dire, de tous les pouvoirs, puisque c'est ce pouvoir qui a dirigé pendant plusieurs années, aujourd'hui, on va dire quasiment 40 ans. Donc, le PCT, c'est le PCT qui gère le Congo. Donc, la solution pour moi, c'était ça serait peut-être pas méchant, mais je pense que c'est ça la solution. Et ça, c'est personnel. Ça serait aller sur les nouvelles bases, remettre le compteur à zéro pour tout le monde, et que la diaspora puisse apporter un forum économique éventuellement pour la situation, pour aider le Congo. Et ça serait bien. Alors, j'ai essayé de noter quelque part ici, parce que moi qui vous parle, je suis aussi spirituel, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on tient, on va dire, un pays, il faut avoir ce que moi j'appelle un gros cœur. C'est-à-dire qu'il faut être réellement celui qui vient pour servir la nation. En réalité, c'est ça. C'est que c'est au pouvoir de se laisser à la dépendance de la population. Mais ce que nous voyons aujourd'hui au Congo et voire en Afrique, c'est plutôt les pouvoirs qui viennent se servir de la nation, et ça devient comme une propriété, on va dire, privée. Que ça, c'est pas du tout bien. Donc, c'est pourquoi j'interpelle, on va dire, à toutes les bonnes consciences aujourd'hui, et même à la diaspora, parce que la diaspora aujourd'hui, on se divise souvent, c'est quand on vient, c'est pour parler des futilités ou essayer d'indexer les personnes, qu'au lieu de parler sur les choses telles que les antivaleurs de tout ce qui se passe au Congo, la mauvaise gestion. Et il s'avère que la CNPC, c'est une société avec les grands travaux publics qui seraient, on va dire, les acteurs principaux pour l'économie congolaise. Mais bon, malheureusement, avec tout ce que nous voyons, ce n'est pas du tout ça. Parce que nous avons à la tête de ceux qui dirigent le pays des gens qui n'ont pas la bonne conscience, les gens qui ne sont pas honnêtes. Puisque je suppose que quand on travaille, il y a toujours un bilan qu'il faut présenter. On doit présenter un bilan de ce qu'on a fait durant la mission qui a été donnée. Mais au Congo, nous ne voyons pas cela. Mais quand il y a des gens qui viennent pour apporter des bonnes idées, ce sont ceux-là qu'on essaie de chercher à apporter des boucs émissaires pour dire que c'est ceux-là qui doivent être les gênants. Qu'au fond, en réalité, quand on voit avec les preuves, le pays va mal. La situation au niveau de l'économie, c'est zéro. La politique, c'est zéro. Le social, c'est zéro. Quand on voit avec les écoles que nous avons au Congo, ce sont des vieilles écoles qui ont été construites depuis la colonisation. Quand on voit l'état des routes, je ne veux pas dire qu'il y a eu quand même des avancées quelque part, oui, mais c'est insignifiant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, la diaspora, aujourd'hui? Ce n'est pas qu'à se mettre à parler. Il y a aussi, il faut chercher à faire en sorte de créer, soit comme là, ce plateforme qui nous donne, on va dire, les possibilités à pouvoir émettre des idées, des pensées, quelles que soient nos différences, quels que soient, on va dire, nos états d'âme. Ce que nous unit ici, c'est notre pays, le Congo. On doit être courageux. On doit avoir l'esprit du patriotisme, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas bien, il faut dénoncer. Ce n'est pas pour dire qu'on ne vient pas parler contre la personne, mais c'est plutôt les actions qui se passent actuellement là au Congo. La situation de ce que nous voyons, moi je peux vous dire que quelquefois, ce n'est pas que ça me fait honte, mais du moment où je sais que ce n'est pas moi, mais ça concerne quand même mon pays. Et vous allez voir de telles choses, ce n'est pas bien pour le Congo, un pays qui est producteur du pétrole, troisième pays en Afrique, le deuxième pays au monde à avoir de l'eau après le Canada.
on a la forêt. Mais moi, je suis persuadé. Pourquoi? Parce que quand j'ai présenté le forum où j'ai intéressé les Congolais, on va dire en particulier les hommes d'affaires, les entrepreneurs, c'était le même problème. Il y en a qui veulent bien aller au Congo investir, il y en a qui veulent bien aller mais ils ne se voient pas aussi aller et se sentir libres. La conclusion, c'est... Alors, la conclusion, ce que je veux dire, comme étant spirituel, voilà le problème qu'il faut éviter. Ça serait soit d'avoir un comportement égoïste, avoir le problème du clan. Ça, c'est pas bien. Il faut savoir donner la place à ceux qui veulent vraiment investir. Donc, l'idéal serait de présenter, comme l'avait suggéré aussi le compatriote Sosten, un forum économique et social. Ça serait, je pense, aussi quelque chose qui pourra aider le Congo. Donc, en passant bien sûr par l'expertise, on va dire, au niveau du Congo, et voir ce qui ne marche pas, ce qui ne va pas. Et je pense que ça serait pour moi, on va dire, je peux peut-être conclure par là. Voilà, merci donc, Ferrol, pour tout. Voilà, il nous revient Serge. Voilà, Serge, nous allons nous séparer. Serge, c'est terminé pour ce numéro du journal de la communauté qui, en fait, est une tribune. Nous nous retrouvons, donc cette équipe se retrouve probablement courant mars, fin du mois de mars. Nous allons projeter une autre tribune. Dans l'intervalle, nous avons toujours le journal de la communauté, donc avec ce qu'on appelle ici le one-on-one. Donc, probablement à la fin de début mars, nous pourrons revenir pour une autre tribune ici. Merci à toi, Serge Flavier du Colorado, Ange, bon, je crois qu'il m'a donné un autre nom là. Ange Félicien, voilà, voilà, Ange Félicien de New York. Voilà, je sais que les enfants s'impatientent déjà, ça a duré longtemps. Hein. Alors, à toi, Gombe, bon week-end, bonne nuit, je crois, en France là-bas. Et Ferrol, merci de vos contributions, somme toute inestimables ici, à la radio de la communauté. Et bonne nuit. Merci à vous aussi, Jean Lewis, pour l'opportunité que tu nous donnes de temps en temps. Merci. Ok, bon, merci pour